La princesse palatine. Lecture de lettres choisies. Épisode 1. Une princesse allemande très attachée à ses origines. Le 16 novembre 1671, Élisabeth Charlotte de Bavière épouse par procuration Monsieur Philippe d'Orléans. Cette princesse allemande, parachutée à la cour de France, devient la belle-sœur du roi Soleil. Sa plume sans concession en fait un témoin privilégié du grand siècle. Elle restera très attachée à son Palatinat natal et à la ville d'Heidelberg, assiégée et mise à sac par l'armée française à partir de février 1688. À la duchesse de Hanovre, Fontainebleau, le 10 novembre 1688. J'ai donc différé de vous écrire jusqu'à ce que j'eusse reçu votre bonne lettre du 18-28 octobre, par laquelle je vois que vous ne sentez que trop bien notre perte. Quoique à présent je ne pleure plus aussi continuellement que les premiers jours, je ressens pourtant une mélancolie intérieure et une affliction qui m'indique que je ne me consolerai pas de sitôt d'avoir perdu le bon Charles Louis. Ce qui augmente encore mon chagrin, c'est que je dois entendre dire tous les jours qu'on se prépare à brûler et à bombarder cette bonne ville de Mannheim, que le défunt prince électeur, mon père, avait fait bâtir avec tant de soin. Cela me fait saigner le cœur, et encore on trouve très mauvais que je m'en afflige. Si vous voulez écrire à monsieur, pour les pauvres jeunes Rograves, vous pouvez bien le faire, il ne s'en offensera pas, mais cela ne servira à rien. Car monsieur ne prendra pas dans sa bourse à leur intention et ne reçoit pas un liard du Palatinat. Bien qu'il ait à la vérité prié le roi de faire prêter le serment de fidélité en son nom, le roi n'a pas voulu y consentir. Il n'en a donc rien été, et jusqu'ici personne autre que le roi n'est maître du Palatinat. Or je doute fort que sa majesté veuille rien donner aux jeunes Rograves, car ce n'est pas la pitié qui l'étouffe. Pendant les 10 jours que j'ai été malade à Paris, le roi n'a pas fait demander de mes nouvelles. Je lui ai écrit, mais il ne m'a pas répondu. À mon retour, je fus curieuse de savoir ce que cela signifiait. Je fis donc prendre des renseignements par-dessous main, et j'appris que le roi était fâché contre moi à cause d'un discours que j'avais tenu avec monsieur le duc de Montausier. Je vais vous raconter la chose. Dans la chambre de la dauphine, monsieur de Montausier vint à moi et me dit « Madame, monsieur le dauphin est votre chevalier. Il va vous conquérir votre bien et vos terres. » Comme je ne répondais rien, il reprit. « Il me semble, madame, que vous recevez bien froidement ce que je vous dis. »« Monsieur, répondis-je alors, il est vrai que je reçois froidement ce que vous me dites, parce que vous me parlez de la chose du monde de quoi j'aime le moins à entendre parler. Car je ne vois pas qu'il me revienne grand profit que mon nom serve pour la perte de ma patrie, et bien loin d'en ressentir de la joie, j'en suis très fâché. Je n'ai pas l'art de dissimuler, mais je sais me taire. Ainsi, si on ne veut pas que je dise ce que je pense, il ne faut pas me faire parler. » Le vieux, à ce qu'on me dit, trouva cela très mauvais, et le raconta à d'autres qui l'ont dit au roi. Bref, le roi lui-même l'a fort mal pris. Mais je n'y puis rien. Pourquoi aussi se conduit-on avec moi d'une si étrange façon? Si monsieur son frère ne veut pas ouvrir les yeux pour voir comme on nous prend ce qui nous appartient, je ne puis cependant pas empêcher les miens de voir la vérité et de ne pas se laisser abuser. Quelques mois plus tard, alors que le marquis de Louvois, ministre de la guerre de Louis XIV, a déjà ordonné la destruction de la ville d'Heidelberg, c'est Mannheim qui tombe.
À la duchesse de Hanovre, Versailles, le 20 mars 1689. Dût-on m'ôter la vie, il m'est cependant impossible de ne pas regretter, de ne pas déplorer d'être, pour ainsi dire, le prétexte de la perte de ma patrie. Je ne puis voir de sang-froid détruire d'un seul coup dans ce pauvre Mannheim tout ce qui a coûté tant de soins et de peine au feu prince électeur mon père. Oui, quand je songe à tout ce qu'on y a fait sauter, cela me remplit d'une telle horreur que chaque nuit, aussitôt que je commence à m'endormir, il me semble être à Heidelberg ou à Mannheim et de voir les ravages qu'on y a commis. Je me réveille alors en sursaut et je suis plus de 2 heures sans pouvoir me rendormir. Je me représente comme tout était de mon temps et dans quel état on l'a mis aujourd'hui. Je considère aussi dans quel état je suis moi-même et je ne puis m'empêcher de pleurer à chaudes larmes. Ce qui me désole surtout, c'est que le roi a précisément attendu pour tout dévaster que je l'eusse imploré en faveur de Heidelberg et de Mannheim. Et l'on trouve encore mauvais que je m'en afflige. J'ai bien pensé que la mort de notre bonne reine d'Espagne vous affligerait. Je ne peux pas encore la digérer. Et bien qu'à l'exemple de tous les proches et des parents les plus haut placés de Sa Majesté, j'assiste de nouveau maintenant à tous les divertissements, j'en reviens aussi triste que j'y suis allé. Rien ne peut me distraire de mon chagrin. J'entends d'ailleurs et je vois tous les jours tant de vilaines choses que cela me dégoûte de la vie. Vous avez bien raison de dire que la bonne reine est maintenant plus heureuse que nous. Et si quelqu'un voulait me rendre comme à elle et à sa mère le service de m'envoyer en 24 heures de ce monde dans l'autre, je ne lui en serais certes pas mauvais gré. Cette mise à sac par l'armée française est orchestrée par Louis XIV au nom de la princesse Palatine. Ce dernier se saisit de la mort de l'électeur Charles II pour revendiquer une place dans la succession et rattacher ses territoires germaniques à la France. À la duchesse de Hanovre, Versailles, le 14 avril 1689. Bien que je ne veuille aucun mal à l'électeur palatin, ce qui m'afflige, ce n'est pas qu'on ait tant maltraité le pauvre Palatinat depuis qu'il est entre ses mains, mais qu'on se soit servi de mon nom pour tromper les pauvres habitants. Que ces braves gens, dans leur innocence et par affection pour l'électeur notre défunt père, aient cru ne pouvoir mieux faire que de se soumettre volontairement, pensant qu'il m'appartiendrait et vivrait plus heureux que sous l'électeur actuel, car je suis encore du sang de leur maître légitime. Ce qui m'afflige, c'est que non seulement ils ont été déçus dans cette espérance, et que leur affection a été mal récompensée, mais encore qu'ils sont tombés par là dans la misère et dans un malheur éternel. Et ce qui met le comble à mes chagrins, c'est que ceux-là même qui ont causé les désastres de ma pauvre patrie me persécutent personnellement. Et il n'est pas de jour qui ne m'apporte quelque nouvel ennui. Et dire qu'il faut passer sa vie jusqu'à la fin avec ces gens-là, s'ils daignaient seulement dire ce qu'ils veulent, on pourrait se régler en conséquence. Mais ils ne vous disent rien. Et tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait, ils le trouvent mauvais. Que ne me font-ils battre en cachette ? J'aimerais mieux en être quitte à ce prix que d'être harcelé comme je le suis. Ces vexations continuelles me tuent à petit feu et me rendent la vie insupportable. Je me suis encore aperçu d'autre chose. Lorsque le roi craint que monsieur ne lui en veuille, comme par exemple quand il donne de grands gouvernements à ses bâtards et à lui rien, quand il a l'intention de rejeter une demande que monsieur lui a faite, ou qu'il le laisse végéter ici, comme à présent, sans lui confier une seule armée, aucun commandement, ni rien de pareil, alors le roi flatte les Lorrains et tous les favoris de monsieur, tandis qu'il me traite mal et avec mépris.
comme monsieur aime ces gens-là et qu'il me déteste, on le paie de cette manière. Plusieurs années plus tard, la Palatine revient sur ces événements et se réjouit de la reconstruction de sa ville natale. À la Rograve Amélie Élisabeth, Versailles, le 12 janvier 1708. Cela m'a réjoui au fond de l'âme d'apprendre que ce bon Heidelberg est si bien restauré. Dieu le préserve des malheurs à venir. Mais depuis la mort de M. de Louvois, on n'incendie plus comme de son temps. J'espère donc que la ville ne sera plus réduite en cendres. Dites-moi, je vous prie, où vous logez et dans quelle rue. Je voudrais savoir aussi si l'église du Saint-Esprit et le pont du Neckar sont rebâtis. Pourquoi l'électeur ne fait-il pas restaurer le château? Il en vaut bien la peine. L'air est bon dans la ville, mais au château, il est meilleur encore. La ville de Saint-Cloud vous a présenté une série de podcasts réalisés par le Musée des Yvelines en partenariat avec le Cinéma-Théâtre Les Trois Pierrots à l'occasion de l'exposition La Princesse Palatine, la plume et le soleil. Produit grâce au soutien de l'Association des Amis du Musée de Saint-Cloud. Réalisation Clara Bappel, Margot Thomas. Création sonore et mixage Colombine Jacquemont. Voix avec l'aimable participation de Pierre Jacquemont, directeur du Cinéma-Théâtre Les Trois Pierrots, et Clara Bappel, responsable du développement des publics et de la programmation au Musée des Yvelines. Exposition à découvrir au Musée des Yvelines et bien plus sur notre site musée-saintcloud.fr, nos réseaux sociaux Facebook et Twitter.